Bonjour à vous toutes et tous. Je pense avoir salué à peu près la totalité, presque la totalité des personnes présentes dans la salle, mais voilà, je renouvelle pour ceux à qui je l'ai fait et je salue celles et ceux que je n'ai pas salués. Un conseil municipal dont l'ordre du jour est relativement concis, mais avec un point important à l'ordre du jour qui s'appelle le DOB, débat d'orientation budgétaire. Voilà. Sinon, les autres délibérations ont des importances moindres par rapport à celle-ci. Merci donc aux collègues présents ici autour de la table, mais aussi merci au public qui s'étoffe de conseil municipal en conseil municipal, ce qui nous ravit, que voilà, des Mainvillois souhaitent, en nombre plus important, souhaitent se tenir informés de la vie de la commune. Voilà ce qui est une attitude citoyenne et que nous pouvons que louer. Donc, d'ailleurs, certaines des personnes présentes ici sont des citoyens associés, mais d'autres sont des citoyens qui n'ont pas ce titre, entre guillemets, de citoyen associé qui est spécifiquement mainvillois. Merci en tout cas à vous de votre présence. Alors, aujourd'hui, sont excusés Michel Bontou qui a donné pouvoir à Aziz Bouslimani, Sylvie Legendre qui a donné pouvoir à Marc Lesage, Estelle Cochard à Maryse Legrand, Antoinette Lecomte à Michel Thomas, Patrick Lefrançois à Jean-Yves Tabourin, Jean-Pierre Hélière à Bernard Toté, Manuela Dos Santos à André Martinez Belmonte, Christian Cauchy à moi-même, Alain Delarue à Madame Couturier, Pascal Couturier. Madame Amour est présente, mais a donné pouvoir à Monsieur Mélard, parce qu'elle m'a dit qu'elle partirait probablement avant la fin de la séance. Voilà, à partir de 19h30, donc si le conseil n'est pas terminé. Rien de plus à dire. D'accord. Voici, je vais vous faire repasser, Monsieur Mercier. Alors, l'ordre du jour. Nous commençons par des remerciements, comme d'habitude. Hein, ces remerciements, je ne sais pas si on peut les projeter, Romain. Ça, c'est plutôt pour le public ici présent. Les collègues ont eu les documents, le conseil. La clinique Saint-François nous remercie pour l'aide à l'organisation de la semaine sécurité du patient, prêt de matériel. Les entreprises de Mainvilliers, régulièrement, enfin, un certain nombre d'entreprises nous sollicitent pour des prêts de matériel, et bien que, encore une fois, ce soit l'agglomération qui soit la collectivité de référence, nous satisfaisons autant que possible ces demandes qui sont en général modestes de la part des entreprises de la ville. Et en ce qui concerne la clinique Saint-François, en plus le partenariat évidemment avec la ville est de plus en plus intéressant et étroit. Jacques, évidemment, étant l'élu qui fait le lien avec le directeur. Jacques Guillemet. Association Centrafrique Entraide pour le Développement, en fait, il nous remercie, mais cette association, qui est une nouvelle association mainvilloise, qui d'ailleurs fait une soirée samedi prochain, soirée de solidarité, a signé une convention de partenariat avec la commune il y a peu, ce qui d'ailleurs lui permet de disposer un certain nombre de fois de la gratuité à la salle des fêtes, comme toutes les associations dites mainvilloises, c'est-à-dire celles qui ont signé une convention de partenariat avec la ville. Les décisions du maire, vous les avez reçues, est-ce qu'elles appellent des questions de votre part? Peut-être que je peux répondre éventuellement par avance à une question qui pourrait venir sur la cession à titre gratuit de 2 véhicules, pour vous dire que, en fait, cela vient du fait qu'en parallèle de cette cession gratuite, on a acheté un véhicule neuf avec un rabais plus que substantiel et un véhicule d'occasion à un prix défiant un peu toute concurrence. Donc c'était un accord global sur 2 achats à prix très intéressant et 2 cessions de très vieux véhicules à titre gratuit. S'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas? Nous pouvons continuer. Le compte-rendu du Conseil du 14 décembre, tel qu'il est rédigé, donc succinct comme on l'a décidé, donc je suppose qu'il n'appelle pas de commentaires. Si, Madame
Auguste. Je pense qu'il y a une petite erreur sur le coller-copier au haut de la page 6. Oui. C'est exactement la même délibération que le bas de la page 5. Vous voyez Pas pour l'instant, je ne vois pas pour l'instant, non. Au haut de la page 6. La délib 6 sur le tableau des effectifs des emplois permanents pour l'année 2016. Oui. Ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué sous la délib 9, commission de pardon. délégation de service public. C'est le contenu qui ne Je va pense pas. qu'il y a un coller-copier. Mal de l'encontre. Romain, vous voyez ça? Je ne vois pas. Dans la délib 9, c'est ça? Les livres 10. Le bas de la page 9 et le haut de la ligne 10, c'est exactement le même paragraphe. La délib 10, en fait, a le contenu de la délib 9. Effectivement. Ah oui. Vous voyez? Pas encore. Ça, c'est pas Quand vous regardez le contenu, il y a bien marqué 10, mais le contenu, c'est celui du 9. Hein, vous rectifierez? Du coup, il n'y a pas le contenu du 10. Bien sûr. Merci à vous pour avoir remarqué cette erreur matérielle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y en a pas? Je le mets au voie. Enfin, évidemment, avec cette rectification faite, hein, qui est matérielle, qui va de soi, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Projet de délibération. Nous commençons avec 2 délibérations correspondant à classées dans administration générale, et c'est donc moi qui rapporte. Par délibération en date du 13 avril, le Conseil communautaire de Chartres Métropole a approuvé la passation d'une convention de partenariat en vue du déploiement d'une plateforme d'achat communautaire. Cette plateforme a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs publics et de permettre aux entreprises une meilleure accessibilité et lisibilité des achats publics. L'adhésion à cette plateforme est gratuite pour toutes les collectivités, évidemment les communes de l'agglomération, et les frais de mise en service sont pris en charge par la communauté d'agglomération Chartres Métropole. Il vous est donc proposé d'approuver cette convention de partenariat et de m'autoriser à signer cette convention. Je vous invite à... Pardon, je n'y ai pas pensé au secrétaire, non. J'y pense juste après. Je termine la délibération, merci à toi. Je vous invite à signer voter cette délibération dans la mesure où c'est intéressant pour la commune. Avant, elle permet même une petite économie, de l'ordre certainement de 400 € annuels, puisque avant, nous étions obligés d'adhérer à une plateforme informatique, quoi. Et cette adhésion va nous permettre de ne pas renouveler le contrat qui arrivait justement à échéance au 31 décembre 2015. Donc voilà une bonne initiative, qui évidemment ne compense pas les autres problèmes que nous pouvons avoir avec la communauté d'agglomération, un problème d'ordre financier, contentieux financier, mais celle-ci est une bonne nouvelle. Donc je vous invite à voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, questions? Il ne semble pas. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Et aussitôt, grâce à Philippe, je pense à demander qui accepte le rôle de secrétaire de séance, qui est un rôle très... qui ne prend pas trop de temps, compte tenu de... On fait maintenant Jacques. Merci. Jacques Guillemet. Merci à toi. Commission de délégation de services publics. Vous savez que lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé de la mise en place de cette élection, que nous avions décidé d'une date pour la remise des listes. Donc, en date du 22 décembre, j'ai reçu une liste de M. Delarue. Il y avait un candidat titulaire et un candidat suppléant. Et le 15 janvier 2016, j'ai reçu une liste de titulaires de Mme Legendre et une liste de suppléants de Mme Legrand, Raïs Legrand, sachant que le vote doit se faire en 2 temps, puisqu'il y a une liste de titulaires et une liste de suppléants. Comme de toute façon le délai de dépôt des listes est dépassé, nous avons donc ces 2 listes et il nous reste à voter. Bien évidemment,
chacun d'entre vous, je pense que je le redis, mais vous le savez bien, que pour que le vote soit valable, il faut mettre une seule liste dans l'enveloppe, et sinon le vote est nul, bien évidemment. Ou blanc s'il n'y a aucune liste. Et bien évidemment, il faut que ceux d'entre vous qui ont un pouvoir aient 2 enveloppes. Chacun d'entre vous vérifiez ce que Romain vous propose, mais en général, il ne fait pas d'erreur. Et ensuite, il faut nommer des... Oui, d'accord. Il faut nommer 2 personnes pour 2 secrétaires pour le dépouillement. Qui veut bien, Madame Amour, vous voulez bien? Qui d'autre? Oui, Paulette, je crois. D'accord, tout à l'heure, hein, quand ce sera terminé. On va peut-être plus mettre une table au milieu. On n'a pas pensé à mettre une table au milieu, mais peut-être là-bas. Juste ici, là. Oui. Là, on va aménager. On va se mettre de chaque côté de table. Il fait ça depuis. Ah, de nouveau. Dès qu'il y en a 2 en même temps d'allumer. On vote déjà pour les suppléants? Ah non, non, pour les titulaires. Avec la même couleur. Alors, comment procède-t-on? Vous faites circuler le Romain l'urne et j'appelle, c'est ça? Voilà. Je veux bien votre liste. Mon assesseur pour le dépouillement. Notre amour et Bercier. Elle ne peut pas écouter la maladie. Qui peut Bercier? Je ne sais pas. C'est valable aussi. Une candidate ne veut pas être assesseur de dépouillement. Ah oui, oui, ça c'est vrai que... Non. Nullité. Peut-être pas, on ne sait pas, mais nullité. Ouais, ouais. Donc, tu viens pas t'appuyer, toi? Non, pas candidat. Eh ben donc, tu vas être plus là. Ce sera mieux. Paulette, comme tu es candidate, il est préférable que tu ne dépouilles pas, donc c'est Philippe qui va te remplacer. Nous y allons. Alors, moi-même, pour moi, et puis, est-ce que j'en profite pour voter dès maintenant pour Christian Cauchy, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, alors oui, Michel Thomas pour lui et pour Antoinette Lecomte. Maryse Legrand pour elle-même et pour Estelle Cochard. Philippe Levallet pour lui-même. Jean-Yves Tabourin pour lui-même et pour Patrick Lefrançois. Aziz Assoulani pour lui-même et pour Michel Bontou. Marc Lesage pour lui-même et pour Sylvie Legendre. Jacques Guillemet pour lui-même. Denise Dubois-Ludovico pour elle-même. Bernard Toté pour lui-même et pour Jean-Pierre Hélière. Nora Bencheida, Nicole Audebert, Guylaine Raffin, André Martinez Belmonte pour lui-même et pour Manuela dos Santos, Paulette Mercier pour elle-même,
Madame Milon-Auguste pour elle-même, Colette Le Sieur, Stéphane Pinault, Pascal Couturier pour elle-même et pour Monsieur Delarue, Jean-Luc Anquetil, Nicole Janvier, Madame Amour et Monsieur Mélard. Donc, Madame Amour et Philippe, vous disposez du bout de cette table pour œuvrer. Liste B. 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 Liste A. Liste A. Liste A. Liste A. Annule. Et une de chaque. Annule. Ah oui, c'est noté. Liste B. Liste A. Liste A. Liste B. 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 Liste B.
liste A et liste B. Donc, comme vous pouvez le constater, 24 voix pour la liste B, 7 voix pour la liste A et un nul. Ce qui doit faire, vous avez déjà fait les 4 premiers normalement, hein, je suppose. Hein. Et donc, vous avez déjà fait le calcul, c'est ça, je suppose. Hein. Donc, Sylvie Legendre, Jacques Guillemet, Nicole Audebert et Paulette Mercier sont donc élus pour la liste B et Alain Delarue pour la liste A. Commission composée de 5 personnes. Il faut qu'on refasse maintenant le même exercice pour les suppléants. Deux. Un seul. Un. Deux. Romain, voilà, nous recommençons. Je vote donc pour moi-même et pour Christian Fauchy. Ensuite, Michel Thomas pour lui-même et pour Antoinette Lecomte. Ensuite, Maryse Degrand, pardon, dans l'ordre, excusez-moi. Maryse Degrand pour elle-même et pour Estelle Cochard. Ensuite, Philippe Levallet pour lui-même. Ensuite, Jean-Yves Tabourin, oui, pour lui-même et pour Patrick Lefrançois. Ensuite, Aziz Bouslimani pour lui-même et pour Michel Bontou. Marc Lesage pour lui-même et pour Sylvie Legendre. Jacques Guillemet. Denise Dubois-Devico. Bernard Toté pour lui-même et pour Jean-Pierre Hélière, Nora Bencheidan, Nicole Audebert, Guylaine Raffin, André Martinez-Belmonté pour lui-même et pour Manuela dos Santos, Paulette Mercier, Sophie Milon-Auguste, Alain Delarue, Colette Le Sieur. Excusez-moi, là j'ai Alain Delarue, en fait c'était Madame Couturier, donc on va rectifier, je suppose. Hein. Stéphane Pinault, donc. On arrive donc à Pascal Couturier pour elle-même et pour Alain Delarue, Jean-Luc Anquetil, Nicole Janvier, ensuite Madame Amour et Monsieur Bellard. On refait appel aux deux mêmes, Madame Amour et Philippe. Allez.
Très bien. Une collègue absente, effectivement. Liste B. 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 Liste A. 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 Et liste A. Résultats, vous les avez, ils sont au tableau. 29 voix pour la liste A et 23 voix pour la liste B, avec le même résultat en termes de sièges, c'est-à-dire que les 4 premiers de la liste B sont élus, Maryse Legrand, Jean-Yves Tabourin, André Martinez Belmonte et Denise Dubois-Ludovico, et Nicole Janvier est élue sur la liste A. Merci à vous tous pour avoir fait en sorte que ce vote se passe le mieux possible, je veux dire en termes de rapidité et de qualité. Merci. Et cette commission donc va siéger très rapidement, puisque vous savez, je vous en avais informé, le délégataire du crématorium Jean Charpentier nous a fait savoir qu'il voulait faire très rapidement, d'ailleurs le dossier est prêt, des travaux de mise en conformité. En fait, la date de limite n'est pas très rapide, elle doit être dans 3 ou 4 ans, mais il souhaite faire des travaux dès maintenant parce que lui il a besoin d'étaler sur tout son parc de crématorium les travaux sur plusieurs années. Donc
ces travaux ont vocation à être faits dans l'année, je pense, commencer dans l'année. Et donc la commission a vocation à examiner, donner son avis sur les travaux. Voilà, c'est un dossier qu'on a déjà vu ensemble, quand je dis entre responsables du crématorium et puis techniciens et élus de la ville. A priori, le dossier est satisfaisant, mais enfin, la commission nous dira ce qu'elle en pense. Merci à vous. Nous continuons avec la délibération majeure de ce conseil municipal, le débat de la réalisation budgétaire, appelé DOB. Philippe, c'est à toi. Donc il s'agit du débat d'orientation budgétaire qui doit obligatoirement avoir lieu dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif de la collectivité. Donc je vais attaquer la présentation du rapport, donc, que vous pouvez voir évidemment à l'écran. Donc rapidement le contexte général, l'État dans ses prévisions a tenu compte d'une inflation prévisionnelle de 1% avec une croissance du PIB de 1,5%. Je vous rappelle qu'en 2014, les collectivités ont contribué à hauteur de 1,5 milliard d'euros à la stabilisation des dépenses publiques. En 2015, un prélèvement supplémentaire de 3,5 milliards fut effectué, dont 1,45 milliard pour les communes. En 2016, on retrouve la même chose, un prélèvement de 3,5 milliards, dont 1,45 milliard pour les communes. Cela impose 56% de la contribution au bloc communal et 39,51% aux communes seules. Donc je vous rappelle que le principe, c'est une répartition de ces 1,45 milliards à proportion des recettes de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement d'une collectivité ramenées sur l'ensemble des dépenses de toutes les collectivités du même type, donc de toutes les communes. Au global est toujours prévu, même si ça peut toujours évoluer dans la prochaine loi de finances en 2017, est toujours prévu une ponction de l'ordre de 3,7 milliards en 2017, ce qui fera depuis 2014 un total de plus de 12 milliards. La loi de finances 2016 donne d'autre part, comme la loi de finances depuis 2015, un objectif d'évolution des dépenses locales, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle à périmètre constant, hors amortissement d'emprunt. Pour les communes en 2016, ce taux est de 1,2%, donc c'est le global des dépenses, dont 1,3% en fonctionnement et 0,9% en investissement. Ces objectifs ne sont pas contraignants en 2016. La fiscalité, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à 1% contre 0,9% en 2015. Les différentes compensations versées par l'État qui concernent les personnes âgées de conditions modestes, foncier bâti et habitation, les logements à caractère social, foncier bâti, les logements en quartier prioritaire, anciennement ZUS, prolongés jusqu'en 2020 pour le foncier bâti, le foncier agricole des communes. La minoration des compensations fiscales qui servent de variable d'ajustement, donc notamment pour compenser les différentes hausses naturelles de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, ça sert de variable d'ajustement, devrait être de moins 5,4 en moyenne, en dehors de leur évolution naturelle, puisque en plus chaque commune subit l'évolution normale, on va dire, entre guillemets, de ces compensations suivant l'évolution des durées et de la situation. La situation locale, les orientations 2016, donc tout d'abord le résultat de l'exercice 2015, donc les restes à réaliser 2015 sont arrêtés à ce jour à la somme de 939 909,09 en dépenses et 1 159 246,56 en recettes, soit un excédent de 219 337,47. L'excédent de fonctionnement disponible est estimé à ce jour, compte tenu des restes à réaliser ci-dessus, à 1 943 022,64 €, sous réserve des contrôles conjoints avec la trésorerie. Il y a toujours encore une petite marge d'erreur et de vérification, puisqu'on doit tomber au centime près entre la partie ville et la partie compte de gestion de la trésorerie. Donc vous avez sur le tableau le détail du résultat de clôture en fonctionnement, les restes à réaliser, le solde, le besoin de financement de la section d'investissement, et donc en dessous la répartition possible entre investissement, puisqu'il faut couvrir le besoin de financement, et ce qui reste possible en report en fonctionnement à hauteur d'1 943 022,64.
Au niveau de l'autofinancement, l'objectif c'est de maintenir un niveau d'autofinancement brut d'au moins 1 million d'euros, normalement on fait nettement plus, ce montant étant ajusté en fonction des dotations versées par l'État et de la communauté d'agglomération. Pour mémoire, l'autofinancement est affecté obligatoirement et en priorité au remboursement du capital des emprunts et aux dotations d'amortissement et éventuellement aux provisions afin de couvrir une partie des dépenses d'équipement. Au niveau des dépenses imprévues, elles sont prévues à hauteur de 100 000 euros en fonctionnement et en investissement. Au niveau de la politique fiscale et tarifaire, il est proposé de maintenir les taux actuels qui datent de 2005, donc plus de 10 ans maintenant, soit en taxe d'habitation 15,11, en taxe foncière sur les propriétés bâties 33,01 et en taxe foncière sur les propriétés non bâties 48,08. Je vous rappelle que les bases sont valorisées de 1% par la loi de finances. La révision des tarifs, elle, est faite annuellement et pondérée à partir de l'évolution des coûts des différentes composantes du service offert, donc fluide, charges de personnel, entretien de bâtiments notamment pour la plupart. Nous avons à prendre en compte les engagements pluriannuels. Donc vous avez un tableau qui reprend les différents projets qui sont pour l'instant en pluriannuel. Donc certains sont presque terminés, comme l'épicerie solidaire. Donc je rappelle que l'épicerie solidaire, c'est un total de 565 434,77 et vous avez la répartition de ce qui a été réellement payé dans les années passées depuis 2013 et reste de prévu sur 2016 8 436,86 euros. L'extension des écoles maternelles, un global d'1 163 537,86 et il reste en 2016 58 900,87. La rénovation de la rue Chesnay-Résistance entre la mairie et la limite de Chartres pour un total d'1 114 888,24 et il reste pour 2016 147 962 euros. Le fonds DVD bibliothèque prévu à 22 910,54 et il reste pour 2016 16 948,02. Puis une nouvelle opération obligatoire qui est l'adaptation aux personnes à mobilité réduite de l'ensemble des bâtiments publics. Donc cela a été voté en fin d'année dernière. Ça représente 1 169 732 euros répartis de 2016 à 2021 avec une montée en charge progressive. 2016, c'est un engagement de 77 594, en 2017 de 209 330, en 2018 de 258 748, en 2019 de 143 304, en 2020 146 688 et en 2021 de 334 068. Les coûts les plus importants sont les poses d'ascenseurs dans les écoles, enfin, chaque fois qu'il y a un étage, quoi. Bon. Au niveau de la structure et de la gestion de la dette s'élève au 1er janvier 2016 à 1 613 806,21. Le 22 décembre 2015 a été signé le contrat d'emprunt sur les investissements 2015, donc qui était prévu au BP 2015, d'un montant de 890 000 euros. Il figure dans les restes à réaliser en recettes, ce qui explique aussi l'importance des restes à réaliser cités tout à l'heure en page 2 pour la partie recettes des restes à réaliser. Le déblocage des fonds ayant eu lieu le 8 janvier 2016 et n'est donc pas comptabilisé dans le capital restant dû au 1er janvier de l'exercice pour cette même raison. Donc, comme on n'avait pas de problème de trésorerie, on a d'une part négocié au maximum et fait débloquer l'argent le plus tard possible de manière à gagner le plus possible. Et vous verrez tout à l'heure que les écarts de taux sont significatifs. Donc, compte tenu de ce nouvel emprunt, donc si par contre on l'intègre, pour avoir une vision effectivement plus juste, la dette de la ville s'élève donc au 10 janvier 2016 à 2 503 806,21 euros. L'annuité 2016 s'élève à 294 984,55 contre 225 724 euros en 2015, bien évidemment. À partir du moment où on emprunte,
et qu'on emprunte plus que ce qu'on a remboursé dans l'année précédente, évidemment l'annuité augmente. Donc vous avez ensuite le tableau d'amortissement avec, suivant les années, donc jusqu'en 2030 si on n'empruntait plus, vous avez le montant global, amortissement, intérêt, l'annuité et l'encours restant chaque année. Vous avez dans le graphe suivant la répartition entre la part que représentent les intérêts et le remboursement du capital sur la période globale de la dette. Et vous avez dans le tableau suivant le détail de la dette, c'est-à-dire le détail des emprunts. Donc vous voyez que nous avons un emprunt 103 qui date de 2002 chez Dexia, durée en année de 15 ans, taux fixe. Le taux est de 3,68 en versement trimestriel. Un capital initial de 609 000 €. Il reste au 1er janvier 2016 115 497,04. Ensuite, vous avez l'emprunt numéro 106 qui date de 2006 à la Caisse d'épargne, également sur 15 ans à taux fixe à 4,7% de taux en versement annuel pour un capital de 470 000 €. Reste 147 437,07. L'emprunt numéro 107 de 2010 à la Caisse d'épargne sur une durée de 20 ans au taux fixe de 3,41% pour un capital de 1 130 000. Il reste 909 945,74. La fiche numéro 108, emprunt de 2013 à la Caisse d'épargne sur 15 ans, taux fixe 3,96% en annuel pour les versements. Capital de 560 000, en cours restant de 440 926,36. Et donc en 2016, un emprunt sur 15 ans à taux fixe à 1,63% en versement annuel pour un capital global de 890 000 €. La capacité de désendettement, donc si on utilisait toutes nos ressources disponibles pour rembourser la dette, il nous faudrait un petit peu moins d'un an pour rembourser la dette qui est au 31/12/2015. Si par contre on tient compte de l'emprunt nouveau, la capacité de désendettement serait d'1,2 année, donc un petit peu plus d'une année. Structure et évolution des dépenses. Donc, hors dépenses nouvelles ou exceptionnelles, le cadrage global donné aux services pour les charges de fonctionnement courantes a été limité au niveau des dépenses mandatées en 2014, donc en gros de l'ordre de 3,1 millions €. De plus, un travail bien sûr effectué depuis plusieurs exercices pour rechercher de nouvelles recettes et diminuer les dépenses afin de maintenir un bon niveau d'autofinancement malgré les diminutions de certaines dotations. L'évolution prévisionnelle des charges de gestion courante est prévue à hauteur de 11% pour 2016 par rapport au mandaté 2015, dont 8% afin d'avoir un prévisionnel cohérent avec le niveau habituel des dépenses du chapitre. En effet, le niveau des dépenses 2015 est anormalement bas, de par le report de certaines dépenses et de faible consommation énergétique notamment. L'augmentation prend également en compte les études pour le projet de rénovation urbaine. Donc, sur le projet de rénovation urbaine, on a prévu de l'ordre de 100 000 € pour cette année et le global est de l'ordre de 300 000 € pour 2 à 3 ans. Pour les études. Pour la partie études et complémentaire, quoi. Ouais, complémentaire. Et on devrait avoir de l'ordre de un petit peu moins de 100 000 € de subvention. De l'État. De l'État. Après, il peut y avoir aussi d'autres financeurs. Que nous recherchons. En 2017, l'évolution prévisionnelle envisagée est de 2% pour l'année. Les charges de personnel de l'exercice 2015 nécessitent également un rattrapage sur l'exercice 2016 par rapport au résultat 2015. Tous les postes n'ayant pas été couverts sur un exercice entier, vu les délais entre les départs réels et les arrivées réelles. Donc l'évolution prévisionnelle est de plus 3,6, intégrant également des créations de postes qu'on verra par la suite. Puis de l'ordre de 2,3% en 2017. Ces évolutions prévisionnelles sont évaluées sous réserve des évolutions des tarifs de l'énergie, des décisions gouvernementales d'évolution sur les rémunérations, non connues à ce jour,
et également sans modification des modes de gestion actuels. Si par exemple on décidait de gérer toute partie de structure en interne, on aurait à ce moment-là des transferts partiels ou totaux entre le chapitre 011, les dépenses courantes, et le chapitre 012, le personnel. A l'inverse, si un service interne était plus ou moins externalisé, on aurait un transfert dans l'autre sens. Vous avez ensuite dans le tableau suivant une prospective simplifiée par chapitre, les principaux chapitres. Chapitre 11, charges à caractère général. Chapitre 12, charges de personnel. Chapitre 14, c'est l'atténuation de produits, mais ça n'impacte pas vraiment. Chapitre 65, c'est toutes les autres charges de gestion courante. Donc subventions CCAS, subventions aux associations, formation des élus, indemnité des élus, tout ça c'est en 65. Les contributions aux autres entités, comme le SIPPV ou le SEIPC, tout ça c'est du 65. Ensuite, les charges financières en 66, les charges exceptionnelles, donc là c'est souvent des remboursements de trop perçus sur différentes choses, les éventuelles provisions. Tout ça nous donne, donc vous avez par année, 2013, 2014, 2015, vous avez la prospective 2016, 2017 par chapitre. L'important c'est le global. Donc l'évolution globale des dépenses réelles de fonctionnement est envisagée à plus 5,2 pour 2016 par rapport au mandaté précédent pour les raisons que je vous ai expliquées, principalement sur le 11 et sur le 12, donc sur les charges courantes et sur le personnel, puisque là on se place par rapport au réellement payé dans les années précédentes. On n'est pas dans une logique de BP, parce que ça ne veut plus rien dire par rapport au BP. Parce que là, le BP, on fait une prévision en se donnant des marges. Là, on ne raisonne plus sur des marges, on raisonne sur du réellement payé les années précédentes. Avec des marges d'erreur à la marge sur le résultat réel de 2015. Et on prévoit plus 1,7% pour 2017. Structure et évolution des effectifs. Donc ces ratios ont été calculés sur la base du montant des salaires de janvier 2016, soit une masse salariale de 440 120 €. Donc la répartition de la masse salariale par statut. Pour les agents titulaires, ça représente 85,8% de la masse salariale. Les stagiaires représentent 2,5%, les agents non titulaires 8,5% et les élus 3,2%. Vous avez ensuite différents tableaux qui reprennent ces pourcentages de masse salariale, mais également le nombre d'agents et l'équivalent en ETP, c'est-à-dire l'équivalent en effectif en durée temps plein de travail sur l'année, ce qui permet d'avoir une vision réelle de, par exemple, par rapport à des gens qui sont en temps partiel. Ces gens en nombre d'agents comptent pour 1, si par contre ils sont à 50%, en ETP ils compteront que pour 0,5. Et évidemment, en masse salariale, s'ils travaillent qu'à 50%, ils ne sont pas payés à 100%. Ça serait trop beau pour eux. Donc, au niveau des agents titulaires et stagiaires, vous avez les différentes catégories de la fonction publique. Donc, catégorie A, ça représente 9,1%, en catégorie B, 10,6%, et en catégorie C, 80,3%. Pour les agents titulaires et stagiaires, au niveau des non-titulaires, en catégorie A, 16,5%, en catégorie B, 20,8%, en catégorie C, 62,7%. Donc ça permet de voir la répartition de la masse salariale et la répartition par catégorie de personnel, et donc la structure du personnel de la commune. Ça fait partie des modifications imposées par les textes en vigueur, je crois. Il faut savoir que la loi NOTRe, alors nous on était déjà assez haut, comme l'avait souligné d'ailleurs la Chambre régionale des comptes, on était assez haut dans la précision de notre rapport pour le DOB. Oui. C'est pas le cas de toutes les communes, mais sûrement qu'ils font encore beaucoup mieux que nous. Et les textes étaient relativement, laissaient quasiment toute liberté. Avec la loi NOTRe, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de précisions qui sont devenues obligatoires. Et donc on en a rajouté certaines qu'on ne présentait pas précédemment, notamment cette répartition des masses salariales. Qui est intéressante, effectivement. Qui a effectivement un intérêt.
Donc, répartition de la masse salariale, vous l'avez également par filière, donc, ce qui permet aussi là de voir une structure, je dirais, plus par type d'activité, même s'il faut des fois se méfier des catégories. Donc, en pourcentage de la masse salariale hors élu, donc que le personnel, technique 52,5%, administrative 25%, animation 6%, médico-social 6%, police 5,5%, sport 2,5% et culture 2,5%. Alors ça veut bien sûr pas dire un rapport direct avec l'activité de la commune, puisque dans ces différents secteurs, on peut très bien avoir une activité plus ou moins forte, mais pas faite avec du personnel communal. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Au niveau fonctionnement, recettes, dotation de l'État et compensation fiscale. Donc vous avez un tableau qui reprend les principales dotations et compensations fiscales depuis 2012. Donc on a notamment la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, où on voit qu'en 2013 on avait perdu un petit peu. C'était déjà le début des ponctions de l'État, ou du moins du régime sec imposé par l'État. On avait perdu 0,54%. En 2014, donc j'en parlais tout à l'heure, une ponction de 4,52%, déjà beaucoup plus significative. Et en 2015, nous avons eu une ponction de 9,98%, donc en gros de 10%. Voilà, c'est la ponction sur la DGF. En fait, ce qui est important, c'est de le voir au final, en bas du tableau. Il y a les autres ensuite. Au niveau de la DSU, nous avions eu une très forte augmentation de DSU en 2013 de 15,49%. En 2014, beaucoup plus réduite de 6,66%. Et en 2015, une augmentation très importante de 20,73%. Donc on voit qu'en 2015, il y a eu une volonté au niveau de la loi de finances très importante de péréquation pour les communes les moins riches, compensant en grande partie les baisses de la DGF. Quand on parle de communes moins riches, c'est moins riche fiscalement, sur les bases fiscales. Au niveau des dotations nationales... Et donc, j'en rajoute parce que ça fait partie des choses où il y a souvent des erreurs. Quand la richesse d'une commune, elle vient souvent des bases fiscales. Quand la richesse d'une commune est en lien avec les bases fiscales, mais essentiellement les bases fiscales des entreprises. Donc, quand une commune, on dit qu'une commune est riche ou peu riche, quand elle est riche, c'est qu'elle a beaucoup en fait, d'entreprises qui payaient cette ancienne TP, et quand elle est peu riche, c'est qu'elle avait peu d'entreprises payant cette ancienne TP. Et ça reste vrai, même si la TP a disparu. Sachant que la DSU prend en compte également d'autres critères, notamment les pourcentages de logements sociaux par rapport aux moyennes nationales, le nombre de personnes ayant des allocations logement, prend en compte également les niveaux de revenus. Donc il y a aussi d'autres critères qui font évoluer le pourcentage de DSU. Et d'autre part, là, on voit bien quand on regarde pas seulement le pourcentage, mais également les montants, que très clairement la DGF diminue assez rapidement et en masse. Donc un pourcentage de baisse va représenter un montant moins important progressivement, un même pourcentage. A l'inverse, la DSU montant en montant de manière également assez importante certaines années, on va avoir une hausse en pourcentage même plus faible qui va donner un montant beaucoup plus important. Significatif. Beaucoup plus significatif. Donc là, on a vraiment deux dotations qui vont en sens inverse. Dit autrement, en 2015, l'augmentation de la DSU a contrebalancé la diminution de la DGF. Oui. En grande masse. Donc ensuite, il y a la dotation nationale de péréquation. Donc elle, c'est un peu plus variable. On a eu plus 4,18 en 2013, moins 6,54 en 2014 et moins 0,72 en 2015. Et ça représente quand même de l'ordre de 200 000 euros. Les compensations fiscales, donc là, vous voyez, c'est tout en rouge, hein, c'est de la baisse, puisque ça sert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de variable d'ajustement pour financer les hausses naturelles de la DGF. Donc, les hausses naturelles de la DGF, en fait, c'est pour les collectivités qui ont une hausse de population. Ils ont eu, à ce moment-là, une hausse de DGF, mais comme c'est la population globale de la France qui augmente,
il n'y a pas compensation par une baisse de la population dans notre commune. Donc c'est le montant global à un moment qui est augmenté, mais qui n'est pas augmenté par abondement de l'État, qui est augmenté en interne par des ponctions, notamment sur les compensations fiscales. Et c'est parfois quand même des pourcentages élevés, même si c'est sur des sommes plus modestes. Mais on a quand même eu sur les compensations TP du moins 16,32 en 2013, du moins 21,29 en 2014, du moins 33,93 en 2015. Sur l'exonération TF en 2015, on a eu moins 29,72. Par contre, on a eu une amélioration sur la compensation TH en 2015 à 13,24%. Vu pareil à chaque fois, à la fois la situation de la ville, mais aussi des modifications dans la loi par rapport aux exonérations. Globalement, si on prend l'ensemble de tout ça, en 2013, on avait eu quand même une bonne progression à 3,43% du global. En 2014, une baisse déjà importante de moins 1,69% du global. Et en 2015, on a une quasi-stabilité à 0,29%. Donc, compte tenu des éléments qui figurent dans la loi de finances, la DGF pourrait, pour 2016, connaître une baisse de l'ordre de 10,45%, en tenant compte de l'augmentation, par contre, qu'on a pour le nombre d'habitants, même si on n'a pas les chiffres définitifs, et la contribution de la commune au redressement des finances publiques, qui devrait être de l'ordre de 209 000 €, donc à peu près du même ordre que l'année dernière, mais également, très probablement, l'écrêtement. Alors, au niveau de l'écrêtement, c'est ceux qui dépassent 0,75% du potentiel fiscal moyen national par habitant. Et nous, on est en gros juste à la limite. Alors à une époque, on était juste en dessous, donc on n'avait rien. On n'était pas ponctionné, et depuis plusieurs années, comme on a quand même progressé au niveau base fiscale réelle, physique, on a été ponctionné légèrement. La progression des bases fiscales, c'est essentiellement les constructions de maisons. C'est les constructions, enfin, mais oui, enfin pas seulement. Il y a eu aussi le Crédit Agricole, par exemple, qui a été significatif. Donc, le Crédit Agricole, le data center, donc ça date de... Ah oui, mais... Ça date de 4 ans au moins. 3-4 ans, oui. 4 ans. Donc, je ne sais pas, je veux dire, c'était pas récent. Non, c'est pas récent, mais chaque année, ça impacte. Chaque année, on voit bien, au moment du BP, qu'on a en général une hausse des bases qui est supérieure à la hausse fixée par la loi de finances. Oui. On a bien des bases physiques, heureusement, qui se rajoutent. Donc les principes de ponction sont similaires à 2015. Au niveau de pour la partie équilibre, redressement des finances publiques, la DSU pourrait connaître une progression de 16,93, mais ça peut être un peu moins ou un peu plus, puisque là, alors les règles n'ont pas changé fondamentalement, même si à l'origine pour le projet de loi de finances 2016 était prévu une refonte totale de la DGF, avec une structure qui n'avait plus rien à voir. En résumé très rapide, il était prévu une dotation de base par nombre d'habitants, la même pour tout le monde. Une dotation spécifique ruralité pour ceux qui avaient une densité de population très faible, donc en gros, pour faire simple, le monde de la campagne, peu peuplé. Et une dotation très importante pour la centralité, et en fait pour la commune centre, avec une formule mathématique qui aboutit à ce que si il y a une ville centre qui a nettement beaucoup plus d'habitants que les autres, elle ramasse la mise et les autres ont les miettes. Mais vraiment très vite des toutes petites miettes. Ceci explique à mon avis la raison pour laquelle la réforme a été ajournée au moins d'un an. Je pense qu'elle a été ajournée pour deux raisons. C'est que les simulations n'étaient pas assez précises. D'autre part, c'était un peu bizarre de changer les règles du jeu alors qu'il y allait avoir tout de suite derrière des grosses évolutions des périmètres, avec les extensions des agglomérations. Extension obligée, ou extension ou fusion. La mise en place de la carte intercommunale, quoi, voilà, donc, dans chaque département. Dans toute la France, avec des évolutions quand même assez majeures. Alors après, c'est très difficile avec les infos qu'on a aujourd'hui de savoir à quel niveau
on était susceptible de gagner ou à quel niveau on était susceptible de perdre. C'est vraiment pas évident. Donc la DSU, elle, donc... En tout cas, en ce qui nous concerne à Mavilliers, il vaut mieux effectivement que la réforme soit reportée d'un an pour y voir plus clair. Tout à fait. Donc au niveau de la DSU, les règles sont restées presque les mêmes. Bon, il y a juste certaines communes a priori qui seront plus éligibles, donc ils ont un petit peu restreint le champ. Mais la marge, elle reste toujours importante par rapport à la prévision, du fait qu'on n'a pas, nous, d'infos sur l'évolution des autres. Donc on peut savoir par rapport à notre propre évolution, mais l'évolution des autres, et comme c'est ensuite des critères de charge qui dépendent aussi des autres, c'est pas évident d'avoir des certitudes sur la progression réelle. Sachant que ce qui est affecté en montant, donc en somme, là je parle plus de pourcentage, mais en montant par l'État dans la loi de finances pour ces dotations de solidarité, ces dotations de péréquation, c'est 180 millions d'euros, donc c'est exactement les mêmes montants que l'année dernière. Par contre, bien évidemment, si vous donnez le même montant en plus, mais par rapport à une base qui, elle, a monté, puisqu'elle a monté de l'année dernière la même somme, le pourcentage de la hausse sera forcément plus faible. Mais comme il sera réparti un petit peu différemment, vous ne pouvez pas savoir de manière ultra précise le résultat pour chacun. Donc la DNP... Le principal étant que ce soit le même montant déjà dans le premier temps, enfin qu'il n'ait pas baissé, quoi. Aux yeux, il n'y a aucune inquiétude. Sur la DSU, elle montera forcément. C'est important pour nous. La DNP, donc pour être stable, on n'a pas vraiment d'infos sur son évolution, parce que ça dépend aussi de un peu tout le monde. Les montants des dotations et l'évaluation des bases fiscales n'ont pas encore été notifiés. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur le global, la prévision de baisse est de 5,4%. Après, est-ce que nous on est touché plus particulièrement dans notre structure de compensation fiscale? On ne le sait pas suffisamment précisément. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura ces notifications. Pour l'instant, il n'y a aucune information publiée. Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais j'ai regardé hier et elle n'est toujours pas. Au niveau des dotations de la communauté d'agglomération, donc le montant de 2016, la dotation sera identique à celui de 2015, sauf si le dossier concernant la piscine était réglé, soit 585 709,20 ou d'autres transferts de charges. Notamment, elle pourra être ajustée après évaluation de la commission locale d'évaluation de transfert de charges dans le cadre de la compétence éclairage public, où là, pareil, on n'a pas les infos aujourd'hui de ce que ça pourra représenter comme évolution. Bien sûr qu'il est indiqué ici, sauf si le dossier concernant la piscine était réglé, c'est un exercice de style pour rappeler que ce problème-là, mais on n'a pas d'informations en provenance de l'agglomération nous permettant de penser que ça avance. On en est pour l'instant à la procédure contentieuse au TA. Je rappelle ceci. Donc la dotation de solidarité communautaire versée en 2015 s'était élevée à 562 475,72. En 2015, il y a une dotation de solidarité communautaire complémentaire imposée par la loi de finances de 29 568 € qui a été versée au titre de la politique de la ville. Ce n'est pas comptabilisé dans le tableau, donc un peu amélioré pour nous les recettes. Normalement, ça existe toujours dans la loi de finances 2016, mais je n'ai pas d'infos sur ce qui est prévu au niveau de la communauté d'agglomération. On n'a pas de... Donc, ça n'a pas été évoqué dans des commissions ou en comité des maires pour l'instant. Donc vous avez, je vous rappelle qu'en 2016, suite aux différents critères avantageant beaucoup certaines communes et désavantageant d'autres, dont particulièrement Mavilliers, nous avons perdu en dotation de solidarité beaucoup d'argent, ce qui fait qu'en global, compensation plus solidarité, nous avons perdu 210 668 €, soit 15,76%. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Je vous rappelle que ça fait 210 000 €, c'est équivalent à plus de 4% d'impôts pour notre commune. Donc c'est comme si on nous avait enlevé brutalement 4% de nos impôts. En 2012, nous avions une petite progression de 1,78%. En 2013, à nouveau une petite progression de 1,06%.
En 2014, une baisse de 0,72 et en 2015, une hausse de 4,2. Quand j'ai fait appel au contentieux financier avec l'agglomération, il y en a deux, hein. Il y a celui de la piscine et il y a celui de la DSC, dotation de solidarité communautaire. Au niveau des droits de mutation, la taxe additionnelle aux droits de mutation s'est élevée en 2015 à 245 430, en augmentation de 62% par rapport à 2014. Donc aucune notification n'est transmise par les services fiscaux dans ce domaine. Donc l'estimation retenue pour 2016 est de 190 000 euros. Donc on avait été assez pessimiste au BP du fait qu'on avait eu un résultat très faible en 2014, qui était de l'ordre de un peu plus de 150 000 euros de mémoire. Le plus probable est de se fixer à la moyenne des droits de mutation sur une période suffisante, tout en sachant que c'est naturellement une recette fluctuante d'une année sur l'autre, mais c'est normal. Donc la moyenne des droits de mutation perçus depuis 2002 s'élève à 191 000 euros, avec un minimum à 139 000 euros en 2002, et donc un maximum, non pas en 2015, mais en 2008, de 252 000 euros. Donc on voit que l'écart, quand même, les possibilités de fluctuation sont très importantes. Au niveau fonctionnement dépenses par rapport aux ressources humaines, donc est envisagée la création d'un poste de catégorie B rédacteur partagé entre l'assistance RH, la communication et le secrétariat des élus. Il serait a priori couvert pas avant le mois de juin. Un chef de projet pour l'ANDRU. Évidemment, on comprend bien qu'un projet de cette ampleur de rénovation urbaine, il y a besoin de chef de projet. Donc ça serait une catégorie A en attaché contractuel à compter de mai. Un agent spécialisé des écoles maternelles, catégorie C, ATSEM, à compter de septembre. Donc ça c'est en prévision de projet d'ouverture de nouvelles classes. Enfin, on est à peu près certain. Disons que les contacts avec l'éducation nationale font que les acteurs ont proposé une ouverture de classe en maternelle, parce que les effectifs cette année sont très hauts à Coubertin en particulier, mais aussi à Victor Hugo. Et puis ensuite, il y a discussion sur la création d'une deuxième classe de moins de 3 ans pour les maternelles. Et cette deuxième création n'est pas forcément encore actée, mais elle est proposée seulement pour l'instant par l'éducation nationale. Donc il peut y avoir une ou deux créations de postes de classe en maternelle l'année prochaine en septembre. Donc ensuite, il y a des restructurations au niveau du personnel, donc c'est des remplacements d'agents mais avec modification de poste. Donc ça ne vous montre pas la masse salariale, mais c'est une répartition différente. Donc nous avons notamment eu un départ en retraite au niveau directeur adjoint. Donc il est prévu la création d'un directeur ou d'une directrice modernisation des services en attaché qui serait sur un profil contrôle de gestion, guichet des services au niveau mairie et contribution pour le suivi du budget du SIPPV. Un responsable de site scolaire, un adjoint technique, donc c'est du remplacement, et des postes de mécanicien et chauffeur de bus, donc catégorie adjoint technique. Par contre, ça correspond à 3 postes au CTM qui ne sont pas couverts. On rappelle que les 3 postes. À quoi ça correspond. Au niveau des charges, il y a une longue liste d'augmentations prévues. Donc, augmentation envisagée du SMIC, augmentation des cotisations IRCANTEC, quand même des hausses de 3%. Par rapport au pourcentage, augmentation des cotisations IRCANTEC pour les élus également de 1,4%, augmentation des cotisations de caisse de retraite pour 0,3%, l'augmentation des cotisations vieillesse pour 0,5%, l'augmentation du taux déplafonné vieillesse de 2,8%, l'augmentation de l'URSSAF transport pour 8%, l'augmentation URSSAF PPRG, alors ça je ne saurais pas vous dire ce que c'est, de 0,3%, l'augmentation transport 8%, l'autre augmentation transport CAE c'est 8 pour 8%,
Les cotisations en retraite pour des agents détachés éducation nationale, là c'est des taux de 74,28% et un taux de CNRL ACL de 30,60%. Des contributions pour le SIPPV qui sont par ailleurs remboursées par le syndicat à la ville, avec un tiers au final qui reste à notre charge et 2 tiers qui sont à charge de l'UC. Le NBI, donc ça c'est on va dire une bonification au niveau salarial pour les personnels qui sont amenés à travailler en relation avec les quartiers politiques-villes. Donc la loi a changé à compter de un petit peu avant la fin de 2015 les règles. Donc on a un certain nombre de personnels qui deviennent éligibles. Ça représente environ 55 000 euros. Annuellement, enfin sur 14 mois, parce qu'il y a 2 mois de rattrapage sur 2015, mais bon, on voit quand même ce que ça représente, c'est pas neutre. L'impact n'est pas neutre, mais en même temps, c'est justifié, c'est pas à remettre en cause. Simplement, ça correspond à une augmentation relativement importante de dépenses, mais encore une fois, l'idée n'est pas à remettre en cause pour autant. Donc, d'autre part, les charges comprennent les remplacements sur des postes actuellement vacants, les remplacements pour congé maternité, ainsi que les indemnisations au titre des comptes d'épargne-temps et des JPA. Donc, c'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat. C'est pour si des agents n'ont pas du tout de promotion individuelle et qu'il n'y a pas eu d'augmentation collective, parce que je vous rappelle que les salaires des fonctionnaires sont quand même bloqués depuis plusieurs années. Il y a individuellement une garantie par rapport à l'inflation. Enfin, sont inscrits en recettes les remboursements d'assurance, les congés maternité, longue maladie, les remboursements du SIPPV. Les charges sont bien sûr susceptibles d'évoluer, comme je l'ai dit précédemment, en fonction des modes de gestion de certains services. Au niveau des subventions et contributions, l'enveloppe affectée aux subventions de fonctionnement des associations est d'environ 270 000 euros. Toutes les commissions ont encore les résultats. Hors contrat de ville, en diminution par rapport au budget 2015. Donc on a défini ce budget en gros en enlevant déjà tout ce qui était exceptionnel, en prévoyant un petit peu pour d'éventuelles créations d'associations et en divisant par 2 la subvention pour le hand, avec d'envisager à terme un mode de financement du hand différent. Alors ça, c'est une proposition du président de l'agglomération qui, lors d'un rendez-vous auquel assistait Michel Thomas, où justement on est allé lui parler de dotation de solidarité communautaire, un des 2 sujets auxquels on a fait allusion tout à l'heure, cette diminution trop importante de 220 000 alors qu'elle n'aurait pu être normalement que 210 000, donc il y a 110 000 d'écart. Tout cela parce qu'il y a des critères qui favorisent la ville-centre de façon à notre idée trop importante. Lors de ce rendez-vous, il nous a proposé que le hand soit maintenant, que la ville de Mainvilliers ne finance plus le club de hand à terme, la ville de Chartres non plus d'ailleurs au passage, et que ce soit financé par des financements de SPL, SPL créé. Il a, à ma connaissance, redit la même chose au conseil municipal qui avait lieu le soir même. Je n'ai pas d'informations depuis. Enfin, voilà. Le président de l'agglomération ayant dit cela, on peut penser que il donnera suite à sa parole. Nous verrons. D'autre part, donc, l'enveloppe des subventions contrat de ville est estimée à 20 000 euros et l'enveloppe des classes d'environnement des écoles est estimée à 20 000 euros également. La subvention au CCAS est estimée à ce jour à 700 000 euros, donc elle est en augmentation, notamment pour prendre en compte la création du RAM et également donc du réseau assistant maternel et le fonctionnement de l'épicerie solidaire. Sachant que également sur les années passées, on avait essayé de diminuer les réserves qu'il y avait dans le budget du CCAS. Donc après, on verra le résultat. Pour l'instant, on arrive à une prévision de 700 000 euros. La contribution 2016 au syndicat intercommunal du parc et de la piscine des Vauroux, qui est estimée en légère augmentation à égale de 2015, mais en légère augmentation par rapport à la prévision, à 346 000 euros.
il y a augmentation par rapport aux prévisions, ça vient aussi du fait qu'on n'a pas eu toutes les subventions que nous avions souhaité avoir. Hein. Je rappelle qu'on avait demandé 2 millions de subventions, et après le filtre de l'agglomération, nous avons eu 500 000 euros, c'est-à-dire le quart de ce que nous avons demandé. Donc évidemment, il y a une répercussion sur les remboursements d'emprunts qui sont augmentés, et donc sur les dotations des deux communes. Et il me semble bien qu'on n'a rien eu non plus du Conseil général. C'est bien ce que je dis là. On avait demandé 2 millions globalement au Conseil régional et au Conseil départemental, mais le filtre, nous passons par le filtre de l'agglomération, et après le filtre de l'agglomération, nous avons eu péniblement 500 000 euros du Conseil régional. D'où l'obligation d'emprunter 1,5 million de plus, par décision d'agglomération. Depuis le 1er avril 2014, il y a le transfert de la compétence éclairage public au syndicat électrique intercommunal. Donc la commune apporte une contribution financière en lieu et place de sa consommation électrique et des dépenses de maintenance. Le montant versé en 2015 est de 169 319,48 €. Son montant est estimé à 170 000 € pour 2016. La compétence éclairage public ayant été reprise par Chartres Métropole, avec le transfert dont on a parlé tout à l'heure, donc à terme devrait faire l'objet d'une évaluation par la CLEC. Et évidemment, suivant les variations, ça fait des transferts au niveau du budget entre chapitres, qu'on pourra bien sûr régler par une décision modificative après le vote du budget. Au niveau investissement, le FCTVA attendu en 2016 sur les investissements 2015 sera de l'ordre de 549 000 €. Les restes à réaliser en recettes sont de 1 159 246,56 €. Vous avez un détail. Il y a la subvention du CG28 pour l'étude sur la mare du bois du château pour 900 €. Le fonds de concours Aglo pour la vidéoprotection de 23 261,46 €. Des contributions avec les conventions RSE-IPC, donc ancienne formule, 91 372,90 €. Subvention de la région pour le portail bibliothèque, 3 250, c'est le solde. La DETR pour les écoles, c'est également le solde, 137 764,20 €. Les subventions de la CAF pour le logiciel enfance, 7 698 €. Subvention de la FFF pour le tunnel au stade marocain, pour 5 000 €. Et, comme je le disais tout à l'heure, la grosse masse est due à l'emprunt 2015, qui se retrouve en reste à réaliser pour 890 000 €. Il y aura éventuellement un emprunt d'équilibre, mais ce sera normalement uniquement un emprunt d'équilibre budgétaire, mais sans besoin de le réaliser. Au niveau investissement dépenses, donc en reste à réaliser, nous avons 939 909,09 €. Principalement donc l'éclairage public pour 358 620 €. Niveau informatique, 74 480 €. Niveau de l'épicerie solidaire, 6 259 €. Au niveau des extensions des écoles, 58 539 €. Au niveau de chaînes et résistance, 150 149 €. Au niveau de la vidéoprotection, 11 935 €. Au niveau de la voirie, 113 263 €. Au niveau bâtiment, 40 884 €. Au niveau équipement, 89 579 €. Au niveau foncier, 34 200 €. Au niveau DVD bibliothèque, 8 448 €. Au niveau parc social oxygène, donc c'est la part sur la société, 2 000 €. Donc je vous rappelle que les restes à réaliser, c'est des dépenses qui ont déjà un début de réalisation et qui sont donc de droit obligatoire sur le budget de l'année suivante. Ensuite est également obligatoire le plan pluriannuel d'investissement dont on a vu le tableau précédemment. Donc pour l'ensemble de l'année 2016, ça représente 60 844 €, dont une part en épicerie solidaire, mais ça c'est du reste à réaliser. L'extension des écoles maternelles avec un solde en reste à réaliser. La voirie chaîne et résistance avec le solde en reste à réaliser. L'ADAP, qu'on a vu tout à l'heure, 52 344 €. Le fonds DVD bibliothèque, dont le solde est en reste à réaliser, plus l'inscription de 2016, qui elle est de 8 500 €. En dépenses anticipées, donc ce qui a été voté pour pouvoir commencer ces investissements en fin d'année 2015, pour pouvoir les commencer dès le début de l'année 2016. Donc nous avons un montant de 609 000 €, dont extension du CTM pour 188 000 €, travaux de voirie pour 195 000 €, travaux sur l'ADAP pour 45 000 €,
Pour le multi-accueil, cloison vitrée pour 8 500. Pour les aménagements paysagers, 28 000 euros. Pour les aménagements du préau élémentaire Zola, 90 000 euros. Et en divers bâtiments pour 53 000 euros. Les nouveaux investissements devraient être cadrés entre 1,8 et 2 millions d'euros, incluant les 609 000 euros de dépenses anticipées. Ce qui nous ferait un total d'investissement, en incluant les restes à réaliser, qui sont de fait déjà financés par le résultat du budget de l'année précédente, entre 2,8 millions et 3 millions d'euros. Voilà, j'ai l'impression que tu es arrivé à la fin. Merci à toi. Est-ce qu'il y a... j'ai dit, il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire, donc j'ouvre le débat. Qui souhaite prendre la parole? Madame Milon. Auguste. Oui, alors merci pour la présentation claire. Hein. C'est vrai que je trouve que depuis ces dernières années, ces tableaux, tout ça, ça donne une compréhension des budgets communaux plus facile que les années antérieures. Ou alors c'est l'ancienneté qui fait qu'on comprend mieux, je ne sais pas. Mais, les deux certainement. Merci, oui, sûrement. On s'interroge quand même sur une augmentation de 5,2% des dépenses de fonctionnement, alors qu'on a bien compris que c'était une période où on essayait d'être en restriction et du coup on s'inquiète sur le fait qu'il n'y avait pas moyen de... Je sais bien que vous essayez par tous les moyens de trouver les économies possibles, mais du coup on trouvait que là, plus de 5% d'augmentation, c'était quand même conséquent. Alors, il faut voir que c'est... Tu attends la fin des questions, peut-être? Comme tu veux. Oui, pour la clarté. Pour le moment, c'est tout. C'est tout? Ah d'accord, j'attendais autre chose. D'accord, bon, alors donc Philippe, je te donne la parole. Oui, donc il faut bien voir que, de manière à essayer justement d'être le plus clair possible, on a pris les augmentations, non pas de BP à BP, mais par rapport aux résultats. Mais comme on part en 2015 avec un résultat qui est anormalement bas, ça gonfle forcément. Donc on estime anormalement bas à ce jour. C'est même une certitude. C'est une certitude, d'accord. Puisque c'est tout à fait factuel. D'accord. Et ça s'explique, comme j'ai dit tout à l'heure, par un certain nombre de choses. Alors après, bien évidemment, dans l'absolu, on espère faire mieux. Mais on n'a jamais la garantie de faire mieux, notamment du fait qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement. Et je ne sais pas vous dire de manière certaine quels seront les recouvrements réels, par exemple en 2016, des postes. De même que je ne peux pas vous dire de façon suffisamment certaine et précise ce qui sera décidé au niveau augmentation du personnel par l'État et le dialogue social. Or, on voit bien que rien que l'évolution de la NBI, c'est 1%. C'est énorme. Mais en tout cas, c'est significatif. Je pense qu'effectivement, une partie de la réponse, c'est dans la liste quand même des augmentations, encore une fois, que je ne remets pas forcément en cause pour plein de raisons, mais qui existent. Voilà, ces augmentations, il faut qu'on les applique. Donc la marge de manœuvre, elle est plus que faible. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas se permettre ce niveau d'augmentation, même corrigé du résultat 2015, durablement. Et qu'après, le niveau des économies et des services qui vont être faits dépendra aussi de nos recettes réelles, où on n'en est pas totalement maître. Il est clair qu'en 2017, c'est une inconnue majeure sur la loi de finances 2017, sur la réforme que j'ai rapidement expliquée de la DGF, mais aussi des autres dotations de la DSU. Est-ce qu'on aura une compensation et un bonus par la DSU ou à l'inverse, est-ce que ça sera vraiment ric-rac? Sachant que dans mes premières approximations, parce que je ne sais pas quelle sera réellement la loi de finances 2017, mais dans le projet de DGF initial pour 2016, on avait à la fois la contribution qui restait, de plus de 210 000 euros. En gros, on avait toujours
l'écrêtement, donc qui peut être variable. Et on avait, une fois qu'on avait enlevé ça, un plafonnement de baisse dû à la réforme de la structure de la DGF, un plafonnement à 5%. Mais on était au plafond de la baisse. Ce qui voulait dire qu'on allait ensuite, régulièrement chaque année, vers une baisse de 5% de la DGF. Donc toute la question, c'est à quel niveau les dotations, je dirais, de péréquation comme la DSU, la DNP étant prévue à disparaître dans le projet de la réforme, la DNP était intégrée à la DSU pour ceux qui en avaient, et ceux qui n'en avaient pas perdaient tout. Donc après, je ne sais pas quelle sera la politique en 2017, quelle sera réellement la réforme en 2017 des dotations, et quelle sera la politique au-delà de 2017, avec là en plus des inconnus liés aux élections. En tout cas, clairement, si le gouvernement en place, quel qu'il soit, continue à œuvrer à faire de la péréquation financière au même niveau que ça a été fait dans l'année passée, un peu les années précédentes, et prévisible cette année, on est dans une situation qui n'est pas, où on peut fonctionner à peu près correctement. On n'est pas à la diète, quoi. On est simplement en situation un peu difficile, quoi. Mais si effectivement la réforme de la DGF se faisait comme elle l'était envisagée, ça semblait très 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 difficile. Et là, effectivement, des dépenses qui paraissent nécessaires comme celles annoncées pour les agents seraient excessivement difficiles à honorer. Alors, par ailleurs, nous, on essaie d'augmenter nos dépenses, nos recettes en urbanisant, enfin en ayant un rythme soutenu d'urbanisation. Il y a Boisville, on travaille sur les closeaux, on travaille sur d'autres opérations. Évidemment que ceci peut aider. Voilà. Vous savez qu'on avait été là aussi ennuyés par le SCOT et l'agglomération, que on devait couper notre élan pour l'extension ouest. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les autres opérations à venir. Oui. J'avais une autre question, mais une à la fois, je pense que ça sera mieux. Enfin, c'est pas une question, c'est sur le fait que vous dites que vous ne souhaitez pas augmenter les taux et que c'est la même situation depuis 2005, mais que malheureusement les bases augmentant, du coup, inévitablement pour les contribuables, il y aura une augmentation des impôts. C'est sûr moindre que si les taux augmentaient, mais... Ça, je dirais, c'est le lot de toutes les communes, de toutes les collectivités, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas de hausse des bases fixées dans la loi de finances, comment on financerait l'inflation? Et là, les hausses sont quand même très très basses, puisqu'elles sont limitées à l'inflation. Il faut toujours rappeler qu'effectivement, l'augmentation des bases a vocation à quelque part compenser l'inflation, à être au niveau de l'inflation. Voilà, ça, c'est l'augmentation des bases. Et puis les taux, après, ils augmentent quand effectivement les élus estiment devoir aller rechercher un peu plus d'argent pour financer les besoins. Puis il faut bien être conscient des réalités. Un service public, il faut qu'il soit financé. Donc s'il n'est pas financé par les taxes et les impôts, il est financé par ceux qui les utilisent. C'est important, effectivement, ce que tu dis. Mais on n'a pas encore trouvé, ni à Mainvilliers ni ailleurs, à ma connaissance, le moyen de faire pousser l'argent de manière spontanée. Sauf, encore une fois, avoir beaucoup d'impôts, de taxes professionnelles, etc., d'un autre type, quoi. Mais ce que vient de dire Philippe est très important. On a à Mainvilliers des tarifs, on a fait quand même, c'est vrai, un peu le choix d'avoir des tarifs relativement tenant compte des situations personnelles des familles, quotient familial, etc. Et donc des tarifs pas trop élevés, et ce qui n'est pas le cas d'autres communes. Mais en retour, effectivement, on a un niveau d'imposition moyen. On est dans la moyenne de l'agglomération. Mais voilà, souvent ceux qui ont des taux d'imposition un peu plus faibles ont souvent des tarifs un peu plus hauts. Et on peut dire que c'est un choix politique. Ou sinon, ils n'ont pas de service. Vous pouvez aussi aller dans certaines communes rurales où il n'y a quasiment pas d'impôts, mais il n'y a pas de service non plus. Autre question ?
Bernard. Oui, c'est vrai que Question, faut qu'il coupe ses cheveux en 4, vu la situation quand même qui se dégrade pour les collectivités les plus pauvres et en général, favorise les grandes agglomérations comme Chartres. D'abord, je pense que la droite pourrait influencer ou au moins faire écouter un peu les revendications de Mavilliers sur la piscine et sur les subventions qui sont passées par la région qui n'ont pas été versées à Mavilliers. Donc oui, on peut être inquiet pour l'avenir, parce que c'est vrai, les impôts, les gens payent les impôts, mais quand les gens ont de revenus pour payer l'impôt, à mon avis, c'est qui va payer? Ça va être les gens intermédiaires ou très peu. Donc, oui, il y a des choix politiques. Actuellement, on peut être inquiet. C'est pas le 440, on n'y touche pas. On ne touche pas aux revenus financiers. Voilà, je veux dire, il y a des choix pour aider autrement peut-être les communes un peu plus en difficulté. Autre intervention? Il semble que non. Donc il semble qu'on soit arrivé au terme de notre débat. C'est bien le cas? Pas de regret? Merci, en particulier aux présentateurs et à ceux qui ont participé. Nous continuons avec le bilan financier en l'absence de Sylvie Legendre excusée, je rapporte. Il s'agit donc du bilan foncier 2015. Il a été présenté en commission plénière mardi dernier. Je le représente rapidement. Il y a 4 opérations qui sont toutes des acquisitions. L'acquisition d'une bande de terrain. Oui, Romain, je fais une pause de quelques secondes pour que vous ayez. Je pense qu'il existe, non? Non. Ah. Si, c'est bon. Voilà, merci. Acquisition d'une bande de terrain rue des Bas-Menus. Il s'agissait d'élargir le trottoir qui était très étroit à cet endroit-ci, pour qu'il fasse au minimum 1,50 m de mémoire. Ça avait été vu avec le constructeur, la société OTI, et la restitution a été faite à l'euro symbolique. Acquisition de bois taillis, de quelques parcelles qui étaient des biens vacants. Il y a une procédure assez longue et on arrivait au terme de cette procédure et des parcelles de faible superficie qui n'avaient pas de propriétaire. Maintenant, c'est la ville qui est propriétaire. L'acquisition, de façon des choses plus substantielles financièrement, d'un ensemble immobilier rue de la République au 146 pour 160 000 €. Le propriétaire précédent voulait vendre. On a négocié, on a trouvé un accord sur le prix que vous voyez. C'est le local dans lequel œuvrent les restaurants du cœur. Pour situer, pour ceux qui ne verraient pas rapidement. Donc nous en sommes devenus propriétaires. À la fois parce que ça nous permet de loger maintenant gratuitement les restaurants du cœur alors qu'avant ils payaient un loyer aux propriétaires, mais surtout parce que cette parcelle nous intéresse dans le cadre de la mutation urbanistique que nous envisageons sur Talmont et sur le centre-ville. Pour la même raison, c'est-à-dire parce que la parcelle nous intéresse dans le cadre de la mutation urbanistique du centre-ville, nous avons acquis les locaux qui appartenaient avant à une filiale de la Poste pour un prix plus élevé, mais les bâtiments ne sont pas du tout non plus dans le même état, 450 000 €, et donc ce qui veut dire que la Poste devient, l'agence postale devient notre locataire depuis quelques mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, remarques sur ce sujet? Non? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Ah, il y a une question. Allez-y, Madame Million. Je trouve ça original de voter pour un tableau de ce que vous avez fait. Si on vote contre, vous n'allez pas les revendre. Eh bien, écoutez, j'en suis... Enfin, moi j'ai la même interrogation que vous, Voilà. puisque je pensais qu'on prenait acte. Monsieur Mercier m'a dit que c'était pas le cas. C'est pour ça que j'avais Pardon? pas... Ah non, c'est pas marqué sur la délibération. Regardez un dossier à l'instant, il y a des années où on a voté et des années où on a pris acte.
Ah, alors, Des années. que dit, On n'a pas revérifié. que me dit le technicien? Je viens de voir un instant. Je crois que vous votez, comme ça on sera sûr de ne pas avoir de problème. Pas avoir de problème. Bon, mais sinon, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, Je vois que j'avais rien à dire, parce que pour moi, je prenais acte. Quand vous avez dit voter... Oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, naturellement, je prendrai acte. Mais bon. Sérieusement, si tout le monde vote contre, en plus, c'est quelque chose de réalisé, donc on ne peut pas être opposé à ça. On prend acte normalement de la présentation. Oui, bah oui. L'obligation, c'est de présenter ce document-là au conseil municipal. Donc, Eh bien. normalement, logiquement, ça devrait être prendre acte, pour moi. Mais alors, Bah, j'ai pas ah, c'est le de- technicien qui doit me donner la marche à suivre. Moi, j'applique les textes, moi. Alors, J'ai pas de texte sous les yeux, je suis désolé. bon, nous votons avec les réserves que vous avez données, que je partage. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à vous. On arrive aux ressources humaines. Jean-Yves, c'est pour toi. Ah, pardon. Moi, je m'abstiendrai. D'accord. Parce que j'avoue que cette communication-là, je la trouve très peu claire. Ah ben, Le questionnement là, qui s'est un peu on prend acte, on ne prend pas acte, j'avoue que je suis un petit peu étonné. Je ne comprends pas bien. Donc, mais c'est très simple, M. Mercier l'a dit, c'est qu'il n'a pas le texte sous les yeux. bien, mais Voilà. je ne comprends pas bien le cheminement. Intellectuellement, ça n'a pas ça. Je pense que ça pourrait être plus clair. C'est tout simplement, il aurait fallu regarder le texte, il faut être très clair. Oui, je suis bien. Voilà, c'est tout. Je ne dois pas être accessible à ce type de raisonnement. Excusez-moi, Oui, mais tu as parfaitement le droit de t'abstenir, c'est que j'explique simplement, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Jean-Yves, c'est à toi. Donc, cette délibération dans le cadre de la prévention des risques professionnels, il est une obligation pour chaque employeur d'avoir un document et de retranscrire ce document, tous les résultats service par service, même, j'allais dire, section par section, tous les risques encourus par le personnel, donc par les travailleurs de la collectivité locale, en matière de sécurité au travail. Donc, notamment cette année, un point a été fait sur ce document, qui existait d'ailleurs, qui doit être mis à jour. Alors, disons que les mises à jour étaient périodiques, voire épisodiques, et après avoir travaillé sur le document en cours, il nous a semblé préférable l'année où, en outre, les collectivités locales sont astreintes à créer des CHSCT, à mettre en place un nouveau document unique, complètement actualisé, et qui puisse s'imposer à tous. Pour ce document unique, on a décidé de passer par un prestataire de service qui a déjà travaillé pour des communes de la taille de celle de Mavier, et on a travaillé, les services et la direction notamment des ressources humaines, a travaillé en liaison avec les membres du comité d'hygiène et de sécurité pour savoir quel était le prestataire le plus adapté à la taille de la commune. Donc il a été choisi. Pour vous donner un ordre de grandeur, le coût de ce prestataire sera de l'ordre de 10 000 €. Et sur cette somme, une subvention peut être demandée à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales au titre du fonds de prévention. Cette subvention est fonction du temps passé, donc elle est multipliée par le nombre de personnes, et en gros elle devrait couvrir une bonne partie, si les chiffres qu'on vient d'avoir par téléphone, elle devrait couvrir en grande partie le coût du prestataire de service. Donc aujourd'hui, on vous propose de solliciter donc, le Fonds national de prévention pour qu'il apporte une aide financière à la démarche
d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques de la ville de Mavillers, de la collectivité de Mavillers. Merci, il me semble que les choses sont claires. Est-ce qu'il y a des questions cependant? Oui, madame Villan. C'est pas forcément. Oui, il faut appuyer. C'est ça, c'est bon. C'est pas forcément une question, mais c'est vrai que c'est un document qui peut être tellement complexe et prendre tellement de temps auprès des personnels que l'appel à un organisme extérieur pour qui c'est le quotidien et tout, je pense que si on regardait le coût du personnel sans faire appel à les 10 000 euros, serait largement dépassé en temps de... Voilà. Je pense que c'est vrai que faire appel à un prestataire dont c'est son travail fait gagner beaucoup de temps et explique que c'est quelque chose que je vous à mettre en place. Vous rejoignez donc notre avis, Philippe. Tout à fait, c'est l'analyse qu'on avait faite avec M. Mercier. On avait essayé de voir. Maintenant, c'est Mme Cotreau qui a repris le bébé, j'allais dire. Mais quand on a vu le coût que ça engendrait, compte tenu, j'allais dire entre guillemets, un peu, et vous m'excuserez, M. Mercier, de la vétusté du document qu'on avait, qui était vraiment tout à revoir. Et surtout, ce que j'explique, c'est on part, c'est la première année du CHSCT, autant partir avec des documents qui soient adaptés. Bien sûr. Je vois de toute façon que nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci. Dernière délibération, Jean-Yves, c'est toujours pour toi. Alors, Philippe Levalet l'a abordé lors de son DOB. Effectivement, là, et c'est dans le suivi d'un document que je vous avais présenté au conseil précédent, où on avait supprimé un certain nombre de postes qui existaient dans le tableau des effectifs. Bon, on n'avait pas supprimé de postes d'attachés. À tout de suite, quand même, pour que ça soit compréhensible par tous. Il y a une erreur qui a été commise dans cette note, et c'est dans l'un des derniers paragraphes, au premier alinéa du dernier paragraphe, la création d'un emploi permanent, relèvement du grade d'attaché, et pas d'attaché principal. C'est corrigé à l'écran. Exact, voilà. Donc, j'en reviens à... On a donc un poste d'attaché principal, mais pas de poste d'attaché au niveau du tableau des emplois. On ouvre un poste en remplacement donc de Madame Monguillon. Ce poste, a priori, avant d'avoir créé et consulté au niveau du jury, on ne sait pas s'il se situera au niveau de l'attaché ou de l'attaché principal. Compte tenu des recherches d'économie qu'on fait, on préférerait effectivement que ça soit au niveau d'attaché. Mais ça dépendra de la valeur des candidats et du niveau des candidats quand ils postulent. Hein. Bien sûr. On n'a pas toujours les mêmes niveaux. Non. Donc ce poste, c'est pour remplacer Madame Moulillon avec des attributions un peu différentes. Ce que vous a dit Philippe, la mise en place du guichet unique, le suivi budgétaire du SIPV, oui. Et essentiellement le contrôle de gestion de l'ensemble des services de la mairie. Contrôle de gestion que, effectivement, le service finance n'a pas eu le temps de faire, en particulier parce qu'il y a eu le dossier de la piscine qui a pris beaucoup de temps. Et donc, voilà, c'est quelque chose que nous souhaitons avoir et qu'on espère avoir avec le recrutement de ce cadre-là. Donc, il est proposé au Conseil d'ouvrir ce poste au niveau de l'état des emplois. Merci à toi, Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions, Madame? On puisse avoir le choix entre attaché principal et attaché. Madame Milon. Excusez-moi, j'avais cru comprendre, mais peut-être que j'ai mal compris, que c'était Madame Cotreau qui remplacerait Madame Guillon. Non. Non. Alors j'ai mal compris. Oui. Alors, a priori, en matière de ressources humaines, Madame Cotreau, par avance, a remplacé une personne qui gérait les ressources humaines jusqu'à présent et qui va partir cette année. À la fin de l'année. Et je précise, il y en a une qui part. Et parce que il y a déjà une personne de ce secteur qui part au cours du mois de février, je crois. En février. Là, c'est ça.
On a 2 départs aux ressources humaines, un agent. Sur trois. Sur 3. Hein. Une qui part là, en février, et qui va être remplacée. Le jury n'a peut-être pas eu lieu, mais enfin. Bientôt, là. Il est hein si. Il a eu lieu. D'accord. Donc une personne qui part et qui va être remplacée, cadre C, on est d'accord. Et puis la personne, donc la responsable, d'ailleurs une des plus anciennes salariées de la ville ce jour, la plus ancienne, c'est bien ça, j'ai pas voulu le dire, mais je savais bien. Voilà. Et qui va partir à la retraite en fin d'année. Alors après, est-ce que c'est en septembre, octobre, novembre, décembre, enfin avant décembre. Avec les RTT, je sais jamais. Voilà, c'est ça. Et donc c'est elle qui, c'est Madame Cotreau va remplacer cette personne-ci en devenant directrice des ressources humaines. Mais on l'a recrutée par anticipation parce qu'il y avait plein de choses à faire. Autre question ? Oui. J'aimerais comprendre, cette personne va s'occuper de l'orientation budgétaire de CPV. Mais ça, c'était une toute petite partie du poste. Et la ville de l'UC, il y a déjà une personne qui s'en occupe ? Non. Enfin, pas au niveau de... Actuellement, c'est la directrice des finances qui assumait ce rôle-là. Hein. Ensuite, de Mavilliers. Ensuite, il y avait une aide ponctuelle de service de l'UC. Voilà, pour les dossiers un peu difficiles. Je parle des finances, hein, du SIPPV. Et puis, par ailleurs, il y avait les 4C du service finance qui faisaient aussi, qui intervenaient aussi. Et donc là, il s'agit dans la mesure où le service finance, je vous l'ai dit, a eu beaucoup de travail au SIPPV, a aussi beaucoup de travail naturellement par l'augmentation du volume de travail qu'il y a, du nombre d'écriture financière, voilà, c'est le mot que je cherchais. Par ce fait-là, nous avons besoin d'une personne pour faire le contrôle de gestion qui devait être fait, mais qui n'a pas pu être fait jusqu'à maintenant, alors que c'était quelque chose qu'on souhaitait depuis 5-6 ans. Et puis, alors là, c'est marginal, on va dire le pilotage financier du SIPPV, mais il y aura des cadres C qui vont travailler aussi à côté, parce qu'il s'agit d'un cadre A. Et puis, donc, par ailleurs, la supervision en particulier de tout ce qui est administration générale et accueil, et en particulier la mise en place, non pas du guichet unique, puisqu'on veut lui donner un autre nom, mais oui, monsieur Mercier, du multiservice, voilà. Donc les cadres C seront de Mavilliers ou de l'UC aussi ? Ah, ça pour le SIPPV, là, votre question est un peu trop... la réponse, ça sera pour le prochain conseil municipal. L'organisation administrative du CIPP n'est pas encore calée de façon définitive. C'est bien pour ça que je n'ai pas pu le présenter. D'accord. L'UC gère d'autres domaines. Alors, l'UC intervient pour l'instant sur le domaine juridique, suivi de la DSP. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait calées pour le reste. Merci. Oui ? Donc il faut se prononcer. Oui, il faut se prononcer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci Jean-Yves. Pas d'autres questions ? Nous pouvons voter ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Nous sommes unanimes sur ce sujet également. 2 informations. Première information pour terminer ce conseil. La mise à disposition d'un agent auprès du CCAS. Il s'agit d'un agent de la ville du service des sports qui intervient pour 1 heure de gymnastique douce auprès des seniors. Il y a obligation de vous en donner l'information. C'est ce que je fais aujourd'hui. Deuxième information, recensement de la population. Pour vous donner quelques chiffres, il y a un document à projeter que je commente. Voilà. Alors, la population légale, elle est sortie dernièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette population qui est sortie dernièrement, elle correspond à la population au 1er janvier 2013, c'est-à-dire celle d'il y a 3 ans. Elle s'applique au 1er janvier 2016, mais c'est la population théorique qu'avait théoriquement la ville il y a 3 ans. D'accord ? C'est vrai pour toutes les... C'est le nouveau recensement qui est fait comme ça. Hein. Donc, cette population, elle est en augmentation de 1,09% en ce qui concerne la population municipale. En ce qui concerne la population totale, c'est-à-dire, on dit double compte, elle est même en augmentation de 1,41%. Et si on parle de la population DGF, qui est encore supérieure, elle est en augmentation de 1,4%.
celle qui nous intéresse, enfin, celle qui C'est pas le chiffre définitif, il n'est pas notifié encore. alors c'est de celui que j'ai. Bon, écoute, c'est celui que j'ai. Je ne sais pas s'il est notifié, donc c'est peut-être le probable. C'est approximatif. Voilà. Ensuite, qui peut être intéressant, c'est de regarder ça sur un temps un peu plus long, c'est-à-dire à partir de 99, et que la population à Mabili était de 10 018 en 99, elle est passée par 10 289 en 2008. J'ai pris ce chiffre-là parce que dans l'article de l'Écho républicain, c'est un chiffre qui avait été donné, article du 2 janvier. Et puis en 2013, nous sommes à 10 358, donc on voit une augmentation de 3,5%, donc depuis 99. Si on prend la population totale, on est même à 3,7%. Et voilà, parce que dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de se comparer. Dans l'article de l'Écho que je faisais allusion, qui parlait de ce sujet-là, donnait justement les chiffres pour la ville-centre de Chartres, qui, elle, a une augmentation de 2,2% de sa population depuis 1999. Donc, voilà. Mabili, pour une commune, vous savez que les communes urbaines, pour l'instant, ont plutôt une population, parfois qui chute même, ou qui stagne. Si on se compare aux autres communes urbaines, on a une population qui croît de façon relativement importante, comparativement. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer ce conseil municipal. Merci de votre présence et bonne fin de soirée.